retraite après 32 ans de service. L'abrogation de l'ordonnance de 1997 rend désormais, et à partir de janvier 2017, obligatoire le départ à la retraite à partir de 60 ans pour les hommes et 55 ans pour les femmes. Le thème du débat de ce soir porte sur, comme vous pouvez le voir en bas de l'écran, la suppression de la retraite par anticipation. Pourquoi ? D'abord, pourquoi est-il aussi urgent aujourd'hui d'abroger cette ordonnance et de mettre fin à la retraite par anticipation? Et d'autre part, pourquoi bon nombre de travailleurs, d'employés refusent cette suppression et tiennent énormément à partir en retraite avant l'âge? Nos invités sont là et bien placés pour parler de cette question sur les deux bords. Monsieur Melouka, bonsoir. Melouka Slimane, vous êtes le directeur général de la CNR, la Caisse nationale des retraites. À vos côtés, le représentant de l'UGTA, monsieur Mohamed Lakhdar Badreddine. Vous êtes le conseiller en affaires économiques et sociales du secrétaire général de l'Union générale des travailleurs algériens. Merci d'être avec nous. Monsieur Mourtar Rabhi, merci d'avoir fait le déplacement depuis la wilaya d'Oran pour participer à ce débat. Vous êtes membre du Conseil national et coordinateur de wilaya du SNAPEST, le syndicat national des professeurs de l'enseignement supérieur et technique. Secondaire et technique. À vos côtés, nous avons un représentant du ministère du Travail qui fait l'effort justement du débat et se met parmi deux représentants du syndicat autonome. Monsieur Berkati Akli, bonsoir. Vous êtes l'inspecteur général du travail au ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale. Et à vos côtés, le docteur Lies Marabat. Vous êtes le président du SNPSP, le syndicat national des praticiens de santé publique. Bonsoir. Je vous le disais donc, cette actualité qui torture beaucoup d'employés, mais qui est aussi une nécessité en termes de débat économique actuel. La suppression de la retraite proportionnelle et de la retraite sans condition d'âge interviendra en janvier 2017. Il s'agit donc d'une abrogation d'ordonnance et d'un projet de loi validé par le gouvernement et qui devra donc passer par les membres de l'Assemblée populaire nationale. Entre-temps, cette question de difficile ou de déficit plutôt sur la Caisse nationale de retraite se fait sentir depuis plusieurs années déjà. Les prémices d'une telle décision se sont fait venir et la Caisse nationale des retraites a enregistré un déficit continu et évolutif d'année en année. Nous avons donc posé la question à des chercheurs qui, eux, se sont penchés sur la question depuis plusieurs années déjà, car ils voyaient les choses arriver, des chercheurs du CREAD notamment, mais aussi des travailleurs, vous et moi. Le reportage de Samia Baroul. C'est lors de la 19e réunion de la tripartite entre gouvernement, patronat et syndicats que la suppression de toute forme de la retraite anticipée a été prise en fixant l'âge légal de départ à la retraite à 60 ans pour les hommes et 55 ans pour les femmes, car le système algérien de retraite fait face à des difficultés financières. La loi, le projet de loi tel qu'il est présenté, la suppression de la retraite sans condition d'âge et la retraite proportionnelle, a un point faible, c'est que les travailleurs ne vont pas cotiser. Un travailleur rationnel ne va pas être incité à s'affilier à la sécurité sociale avant l'âge de 28 ans. Parce qu'à partir de 28 ans, de 28 à 60 ans, on aurait accumulé 32 ans de service qui permettent, ou bien 32 ans de cotisation, qui permettent d'avoir un taux de remplacement au maximum de 80%. Cette décision de suppression de la retraite anticipée rentrera en application en janvier 2017, ce qui a fait réagir les travailleurs de différents secteurs d'activité, notamment la santé et l'enseignement. Plusieurs opérations de débrayage ont été entamées pour dire non à cette réforme. J'ai pensé, je l'ai demandé, je l'ai déposé. D'accord. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça? Parce qu'il m'a poussé, parce qu'il n'y a pas d'issue. Il m'a caché à venir faire le khadma تخدم ولا ما تخدمش كي ما تخدمش. ما لا فو ميو تحوس على حاجة ثانية. يعني هذا حق دستوري يعني كانت كما زمان اللي يحب يخرج يخرج. يعني دوك ولا التعليم انا قلت انا في الدومين تاع التعليم ولا صعيب يا اختي. Si l'on regarde du côté des travailleurs, c'est normal qu'ils essaient toujours de préserver cet acquis. Et de l'autre côté, bien sûr, quand on est responsable au sommet de l'État, on est obligé de voir l'équilibre de la caisse. Et quand il y a menace sur cet équilibre, bien sûr qu'il faut y mettre les garde-fous.
Cette réforme vient après la baisse de la rente pétrolière qui ne permet pas au gouvernement de continuer à subventionner la CNR, mais aussi après le départ massif des travailleurs avant l'âge légal à la retraite. Les économistes se sont penchés sur ces questions pour trouver d'autres alternatives. L'idéal serait de changer le principe de calcul de pension. Au lieu de calculer la pension par la méthode actuelle, c'est 2,5% fois le nombre d'années d'activité fois le salaire de référence, c'est de changer le 2,5% et mettre 2,25% qui va inciter le salarié ou bien le travailleur à cotiser pendant 36 ans pour avoir le taux de remplacement plein. En supprimant la retraite anticipée, l'État espère pouvoir rééquilibrer les comptes de la CNR et consacrer la solidarité intergénérationnelle. Mais encore faut-il convaincre bon nombre des travailleurs qui affichent leur résistance et estiment mériter la retraite anticipée, considérée jusque-là comme un important acquis social. Alors on va voir justement à travers ce débat si la retraite par anticipation devait déjà au départ être considérée comme un acquis social et quelles sont les incidences qu'elle a pu engendrer à travers les années. Mais d'abord un point d'ordre avant de commencer, il y a eu un amalgame à travers la presse notamment sur ce qui a été supprimé ou ce qui va être supprimé à partir de janvier 2017. Il n'est pas question de la retraite anticipée, il est question bien de la retraite proportionnelle et celle de conditions d'âge. Est-ce que vous pouvez, vous qui êtes inspecteur général du travail au ministère, éclaircir en quelques mots ce qui sera toujours en vigueur à partir de janvier et ce qui sera supprimé précisément? Merci. Tout d'abord, je vous remercie pour l'invitation. Pour ce qui est du dispositif de retraite qui est concerné par l'abrogation, le projet d'abrogation, c'est le dispositif de 1997, c'est-à-dire l'ordonnance de 97 qui a mis en place le dispositif de retraite proportionnelle et son condition d'âge. Donc le dispositif de 1994 qui a introduit la retraite anticipée n'est pas concerné par ce texte. Ce dispositif de retraite... La retraite anticipée n'est pas concernée par ce texte. Juste entre parenthèses, la retraite anticipée, c'est-à-dire le départ à 50 ans avec 20 ans d'activité pour les hommes, oui, et le départ à 45 ans avec 15 ans d'activité pour les femmes. Mais c'est un autre contexte. Donc, avec une minoration de 1%. Cette retraite est toujours... C'est pas la même chose, c'est pas la même chose. Donc c'est un dispositif qui a été introduit en 1994, qui concerne les entreprises, les travailleurs qui perdent leur poste d'emploi pour raisons économiques et de façon involontaire. Donc ça a concerné le secteur économique exclusivement, même si le texte prévoit qu'il y a possibilité d'étendre ces dispositions à la fonction publique, mais ça n'a pas été, parce que la fonction publique n'a pas connu de compression d'effectifs. Donc ce dispositif a été appliqué exclusivement dans le secteur économique. Donc les années 90, il y a beaucoup d'entreprises qui ont été dissoutes, donc il y a eu une perte d'emploi de plus de 300 000 travailleurs qui ont été versés dans la retraite anticipée et dans l'assurance chômage. Donc c'est à cette occasion que la CNAC a été créée pour prendre en charge les pertes d'emploi et les gens qui n'avaient pas encore les conditions d'émarger à la CNR. Donc ce dispositif reste toujours en vigueur, bien que ce dispositif ne connaît pas depuis les dernières années une influence importante parce qu'il n'y a pas de compression d'effectifs. Donc ce qui est donc supprimé, c'est l'ordonnance de 1997 qui concerne la retraite sans condition d'âge. Donc après 32 ans de service, on peut partir en retraite en ayant donc une retraite pleine? Oui, une retraite de 80% et la retraite proportionnelle qui est au prorata du nombre d'années travail. Cotisé, oui. Cotisé. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que l'État dit ce n'est plus possible, les gens ne peuvent plus maintenant prétendre à la retraite que lorsqu'ils ont atteint 60 ans? Basta. Pourquoi aujourd'hui, Slimane Meloka? Merci. Excusez-moi. Je voudrais d'abord vous remercier parce que nous sommes très, très honorés par le fait que vous nous invitiez sur vos plateaux pour pouvoir débattre du sujet. Il est vrai qu'aujourd'hui, le citoyen a besoin d'être informé sur la situation réelle et exacte.
Je voudrais donc à ce titre vous féliciter et présenter mes hommages à l'ensemble du personnel à la veille de la célébration du 54e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale. Tout le plaisir est de vous avoir sur votre plateau. Merci beaucoup. Donc, je tenais juste à ajouter une précision par rapport à ce qui a été dit, c'est que donc, le dispositif de 97-13 fait référence au départ volontaire, ce qui n'est pas le cas de l'ordonnance du dispositif de 94 qui, lui, concernait des départs forcés ou obligataires par rapport à une conjoncture économique donnée. Je pense que le tableau peut se passer de tout commentaire, puisque si nous imaginons le système, les économistes ont parlé du 2,25%, du 2,5%, si nous imaginons un système d'équilibre financier, il faut bien qu'il y ait des recettes d'un côté et des dépenses de l'autre. Il faudrait que vous sachiez et que le téléspectateur sache que la Caisse nationale des retraites ne fonctionne qu'avec les cotisations de sécurité sociale. Et contrairement à ce qui a été dit dans le reportage, il n'y a pas de subvention de l'État par rapport aux dépenses. Il y a un apport complémentaire de l'État par rapport aux petites pensions. Donc les pensions qui sont inférieures au SNMG à moins de 15 000 dinars sont toutes portées à un montant de 15 000 dinars. Et c'est là où le SNMG étant à 18 000. Oui, mais c'est à 75% du SNMG que le pensionné est payé. Donc, disons qu'aujourd'hui, la barre est fixée à 15 000 dinars minimum. C'est là Il n'y a pas de pensionnés. C'est là là que l'État intervient pour compléter les petites pensions, mais il n'y a pas de subvention au sens propre du terme. Donc, aujourd'hui, une simple solution arithmétique peut nous expliquer la situation. Il faudrait que les gens cotisent pour pouvoir bénéficier de leurs cotisations à l'avenir. L'espérance de vie, à l'époque, il y a de cela 20 ans ou 25 ans, elle était très réduite. Donc, quelqu'un qui partait à 50 ans de retraite pouvait espérer encore vivre 15 ans ou 18 ans ou 20 ans. Mais aujourd'hui, l'espérance de vie étant à 77 ans, partir en retraite à 50 ans, je crois que la situation se passe de tout commentaire. Aujourd'hui, les gens partent pour être rentiers. Encore une fois, je reviens vers le documentaire que nous venons de voir. Les gens veulent partir avec des rentes pour pouvoir, par la suite, soit assurer ou effectuer un autre travail. Excusez-moi, vous dites rente, c'est leur droit. Ils ont cotisé à travers leurs années de travail, donc c'est aussi un droit. Hein. Donc quand on dit rente, c'est un petit peu... essayez d'expliquer ce que vous voulez dire par rente. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, les gens qui désirent partir en retraite, la retraite est un moyen de pouvoir substituer le salaire qu'ils percevaient en tant que travailleurs. Percevoir une retraite, c'est assurer un peu ses jours au-delà de la soixantaine, quand la personne prend de l'âge, ces vieux jours. Aujourd'hui, partir en retraite à un âge très précoce, quand l'espérance de vie est à 77 ans, je crois que ça se passe de tout commentaire. Ce dispositif, encore une fois pour expliquer, avait été mis à l'époque dans une conjoncture particulière. Et c'est pour ça que la possibilité a été donnée à des personnes de jeune âge à partir en retraite pour pouvoir libérer des postes de travail. Pour les couvrir, car elles s'exposaient à un chômage forcé et la situation était très difficile. Mais aujourd'hui, il y a deux facteurs qui sont contre nous. Le premier facteur, c'est celui du déséquilibre, parce que les recettes n'arrivent plus à couvrir les dépenses. Le système de retraite est un système intergénérationnel, c'est-à-dire que les jeunes travailleurs doivent cotiser ou les travailleurs doivent cotiser pour les gens qui partent en retraite. Si nous n'arrivons plus à maintenir cet équilibre, il faut obligatoirement mettre en place des procédés ou des mesures pour pouvoir assurer cet équilibre et permettre à ce que les cotisations des travailleurs puissent couvrir les dépenses des retraités. Aujourd'hui, les gens s'y partent trop jeunes, il est clair que les cotisations ne vont pas suffire parce qu'ils n'ont pas assez cotisé pour pouvoir prendre en charge des retraités. La CNR dépense plus, au fur et à mesure que le temps avance, dépense plus qu'elle ne reçoit. Je voudrais poser la question, effectivement, on continue à rebondir sur ce qui a été dit dans le reportage et à juste titre, les échos sont assez représentatifs. Aujourd'hui, les gens s'empressent à aller en retraite. Comment expliquer déjà ce phénomène? Est-ce que c'est vraiment quelque chose auquel on ne peut pas venir à bout? Qu'un travailleur n'ait qu'un seul point de mire, aller en retraite. Bonsoir, je vous remercie de l'invitation et de l'occasion qui m'a été donnée de faire valoir le droit des travailleurs. Mais si vous me permettez, je voudrais revenir sur la chronologie temporelle des événements. Parce que
Premièrement, la réunion de la tripartite, gouvernement UGT patronat, le 5 juin 2016, a été convenu de fixer l'âge de départ à la retraite à 60 ans. Abrogation de l'ordonnance 97-13 du 23 mai 1991, instituant les dispositions du départ en retraite avant l'âge de 60 ans sans condition d'âge. Revenir au système national de retraite qui était en vigueur depuis le 2 juillet 1983, autrement dit la loi 83-12. Le 11 juin, autrement dit 6 jours après, une note signée conjointement par le ministre du Travail et le directeur général de la fonction publique demande au directeur d'agence de surseoir momentanément à la formalisation des demandes de retraite proportionnelle et sans condition d'âge. Cette note a été prise suite aux décisions de la tripartite du 5 juin 2016. Il y a eu une suspension, mais qui n'a pas duré longtemps, on est d'accord. Parce qu'il y a eu une pression aussi des syndicats autonomes aussi, il faut dire ce qu'il en est. Le 23 juillet 2016, date de clôture de la session de printemps des deux chambres du Parlement, conformément aux dispositions de l'article 78 de la Constitution. Le Premier ministre, M. Abdelmak Sellad, déclare que ce projet de loi est l'aboutissement des consultations menées par les partenaires sociaux et le patronat et le gouvernement. Ce qu'il entend par les partenaires sociaux, vous m'excusez de le dire, était là. Voilà, mais pas les partenaires sociaux comme. Le GTR peut-être, mais pas les partenaires sociaux. Le mercredi 26 juillet 2016, le Conseil des ministres adopte l'avant-projet de la nouvelle loi sur les retraites. Et le 26 septembre 2016, le dit projet est déposé au bureau d'enregistrement de la Chambre basse pour être programmé à la prochaine session de l'APN. Donc vous pouvez savoir, vous pouvez dire aussi que les pouvoirs publics, par l'enchaînement de ces événements, essaient par n'importe quel moyen de forcer cette loi. De forcer cette loi et de la faire passer par un tour de magie à la Houdini. Alors, tour de magie ou pas, le projet de loi est bien passé, a été validé par le Conseil des ministres. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas nécessité, selon vous, vous avez détourné ma question, mais je vais la reposer tout à l'heure. Vous pensez qu'il n'y a pas, vous ne voyez pas la nécessité, l'urgence de votre côté, en tant que représentant des travailleurs, de décider de supprimer cette retraite par anticipation? Le directeur de l'agence de la CNR, ici présent, a parlé d'un déséquilibre financier. Autrement dit, je pense qu'il a omis de vous le préciser, le principe sur lequel reposent les cotisations, c'est celui de la répartition. Autrement dit, vous avez un nombre de cotisants. C'est bien là où le problème se pose. Voilà, un nombre de cotisants qui paye pour ce qu'on appelle les retraités ou les passifs. Mais parfois, le rapport entre le nombre de cotisants et les passifs peut être déséquilibré. Mais ce que le gouvernement a choisi, c'est la solution de facilité. Autrement dit, prolonger la durée de cotisation. Mais il y a d'autres solutions qui n'ont pas été proposées à ce sujet. On va éventuellement revenir justement aux autres solutions. Essayez au moins d'aller directement de répondre à mes questions, sinon on pourra avancer plus vite. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les travailleurs que vous représentez veulent partir à la retraite plutôt? Déjà rapidement, vous allez me permettre de présenter aussi toutes mes félicitations au nom personnel et au nom des adhérents que je représente à l'occasion du 50e anniversaire de la reconquête de la radio et de la télévision à travers le recouvrement de la souveraineté nationale. Voilà, tout à fait. Je voulais, pour aborder le sujet ou la question que vous avez posée, je voulais revenir exactement au mois de juillet 2016 et revenir au forum du Moudjahid, monsieur le directeur à l'époque de la CNR, qui a improvisé un point de presse au niveau de... Et on était présents, parmi les gens qui étaient présents. Et ça a été publié exactement, je m'excuse, le 20e mai 2015. Et ce qui est dit, le directeur de la Caisse nationale de retraite au forum de Moudjahid, la Caisse se porte bien. C'était le grand titre. Et ce qui est développé dedans, c'est pour dire que, tout simplement, pour rassurer les travailleurs que nous sommes, rassurer les retraités aussi qui émargent déjà au niveau des caisses, ou de la caisse, parce qu'il n'y a pas que la caisse de retraite, que les situations sont maîtrisées, que voilà, les feux sont toujours ouverts, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Pratiquement, le premier semestre 2015, le rapport de conjoncture économique et sociale pour le CNES, une institution très officielle aussi, qui s'appuie sur les données de la CNR, qui s'appuie sur les données de l'ONS, qui s'appuie aussi sur des études que font des experts qui ne sont pas uniquement au niveau de la tripartite, ou du côté du patronat, et aussi, ils ont fait état d'une situation par rapport aux caisses. Et ce qui est laissé comme situation,
les prévisions qu'annonce la Caisse nationale de retraite, la CNR, bon, les prévisions, c'est qu'il y aurait un déficit, éventuellement un déficit de 217 milliards de dinars pour la même période. Donc là, je m'installe justement dans cette confusion qui est laissée à travers des déclarations et des assurances laissées par monsieur le directeur de la Caisse nationale de retraite. Pratiquement au même moment, au niveau du CNES, il y a un rapport contradictoire. On va l'écouter tout de même donc déjà pour aborder... certainement avoir une réaction par rapport à... Puisque vous avez pratiquement... Juste pour terminer sur cela, pour dire que la situation dans laquelle on est en tant que syndicat autonome, la situation dans laquelle on est en tant que travailleur aussi, en tant que cotisant, c'est que voilà, il y a des situations contradictoires qui sont présentées par les autres, qui sont en face. Et c'est tout à fait normal de rester sur des appréhensions parce que tout simplement, c'est pas clair. Et au niveau des experts aussi, nous nous sommes attelés à faire un travail en tant que syndicat autonome. Les gens peut-être ont passé leurs vacances en Espagne, en Tunisie ou ailleurs. Et ben on les a passés à faire des universités d'été, des débats autour de la question. Une question sur vos projections, justement, vous sera posée dans un moment pour savoir dans quoi est-ce que vous avez fait justement des projections à l'ombre de ce que vous souhaiteriez ne pas être supprimé, justement, à savoir les retraites proportionnelles sans condition d'âge. On attend votre réaction. Slimane Mlouka. Sachez que l'équilibre social et la paix des travailleurs reposent aussi sur nos épaules, et pas uniquement sur celles des syndicalistes. Parce que le syndicaliste, il est là en tant qu'avocat pour défendre l'intérêt des travailleurs. Mais nous sommes au devant de la scène, et nous aussi, on se doit de préserver l'équilibre et la santé du travailleur, qu'il soit actif ou qu'il soit retraité. Nous avons mis en place des mesures. Parmi ces mesures, c'était l'apaisement social. En 2014, la CNR a pu payer les pensionnés de retraite sur ses propres fonds. En 2015, nous avons constaté un premier déficit. 30% du budget concernant les paiements des pensions a dû être alloué par une autre caisse de sécurité sociale pour répondre aux besoins de la CNR. Dans cette fourchette de temps, il était question pour nous d'apaiser le citoyen, de lui dire arrêtez de partir en retraite parce qu'il risque d'y avoir un déséquilibre. Et on a rassuré le citoyen pour éviter ce départ massif, parce que la rumeur a fait son chemin et tout le monde parlait d'abrogation alors que le projet n'avait même pas encore vu le jour, mais les gens se sont empressés de dire qu'il va y avoir des réformes et ça a créé l'engouement et le rush sur les caisses de sécurité sociale. Ce qui a engendré en 2016 un apport supplémentaire de 50% de ce qui a été dépensé pour pouvoir répondre aux besoins. Et ce départ massif et cet engouement a fait qu'aujourd'hui le déséquilibre s'est creusé de manière très rapide. Et c'est pour ça qu'il faut instaurer une mesure très rapide aussi. Avant 2014, vous n'avez pas vu les choses arriver. La Caisse ne prévoyait pas un déficit de 30% soudain intervenu, comme vous le disiez, en 2015. Si, madame. Les choses se voyaient venir, mais pas avec une importance et pas avec une incidence aussi importante. Personne n'a joué le rôle. À l'époque, il était question de mettre en place des mesures supplémentaires. Nous avons mis en place des mesures, puisque nous avons procédé à la mise en place de dispositifs dans le cadre de l'emploi. Et à ce titre, plus de 500 000 micro-entreprises ont été créées, qui ont mis en place plus de 2 millions de postes d'emploi. En juin, entre septembre, je vous l'ai cité la dernière fois, entre septembre 2015 et avril 2016, plus de 300 000 postes d'emploi ont été mis en place pour essayer de combler le vide. 1% de la cotisation qui était allouée à l'assurance maladie a été reversée à la retraite pour pouvoir augmenter les cotisations. Tous ces dispositifs ont été mis en place pour pouvoir répondre aux besoins. Mais malheureusement, quelles que soient les recettes qui arrivaient, elles étaient nettement insuffisantes et sont aujourd'hui de moins en moins insuffisantes pour pouvoir répondre aux dépenses. Et donc, s'il y a urgence de mettre en place ce dispositif, c'est parce que le déficit s'enfonce de manière très rapide. Monsieur Badaddine, votre point de vue sur la question? Mon point de vue sur la question, moi je pense qu'il faut revenir au contexte qui prévalait à l'époque. Pourquoi on a fait cette loi? C'est une loi qui n'a pas été faite parce que... Oui, monsieur l'inspecteur général a expliqué justement le contexte de l'époque. Allez-y. J'ai un temps, je le dis. Donc on l'a fait parce qu'il y avait des problèmes, des entreprises déstructurées, des travailleurs sans salaire, ils venaient à la centrale, ils étaient des piliers, on avait des problèmes sérieux. Donc il y avait cette loi qui est venue pour apporter à la limite un secours, c'est-à-dire prendre en charge ces travailleurs parce qu'on ne peut pas leur donner un autre emploi. Il y avait une crise financière, il y avait une crise économique, malgré la création de la CNAC qui a été faite spécialement pour cela. Donc ceux qui avaient 32 ans
et ces cantons partaient en retraite. Ceux qui avaient moins partaient à la CNAC. La période qu'il fallait pour arriver à ces cantons, ils partent encore donc ça a été fait pour apporter une solution au problème que nous vivons réellement. Aujourd'hui, la solution de l'époque est devenue le problème d'aujourd'hui, c'est ça? De plus, l'Algérie vivait des problèmes graves. C'était pas comme aujourd'hui. Il y avait le terrorisme, il y avait le FMI qui imposait ses conditionnalités, il exigeait la compression d'1 million de travailleurs de la fonction publique et du secteur économique, elle exigeait le gel des salaires des travailleurs, la diminution de la pension, parce que la rente dans les caisses, ils utilisent le mot rente, mais c'est la pension, donc la pension des retraités devrait être diminuée. On avait trouvé cette solution pour ne pas être soumis à des conditionnalités de FMI et pour aussi trouver une solution aux travailleurs qui n'avaient pas de revenus. Nous avons des cadres, nous avons une fédération nationale des retraités qui regroupe beaucoup de cadres, surtout du secteur de la sécurité sociale, qui ont attiré l'attention de l'organisation UGTA il y a plusieurs années, qu'on allait vers ces... Mais il fallait attendre le constat réel, c'est-à-dire avec le constat et le déficit, les gens ne sont pas d'accord. Là, on l'aurait fait avant. Il n'y avait pas de constat, il n'y avait pas de déficit. Les gens auraient considéré que c'est-à-dire c'est une méchanceté. De plus, c'est un acquis qui n'a jamais été revendiqué. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est venu de par la situation que nous vivons à l'époque. Nous sommes une organisation syndicale qui a des relations avec l'international. Lorsqu'on parle avec des gens, on leur dit la retraite en Algérie à 50 ans, ils nous regardent, ils nous prennent si on est normal. Il faut que les gens sachent que celui qui part à 50 ans ne verse pas 10 ans de cotisation, il prend 10 ans de plus de pension. Quelle est la caisse qui peut supporter une telle situation? C'est impossible. C'est pas parce que on ne veut pas défendre les acquis de travailleurs, mais défendre les acquis de les médias et les mettre dans des situations graves à l'avenir, je pense que ce n'est pas responsable. C'est-à-dire, un responsable, c'est celui qui a une vision lointaine. On va vers l'hypothèque de la caisse de retraite et l'hypothèque des futurs retraités. C'est-à-dire ceux qui sont en train de cotiser aujourd'hui et qui payent les retraités, c'est ceux-là qui n'auront pas de retraite. Donc nous sommes associés pleinement et de plus, nous sommes la seule organisation qui existe au niveau de tous les secteurs, fonction publique et secteur public, et la loi qui a libéré le pluralisme syndical, elle a prévu que seuls ceux qui ont 20% d'adhérents des travailleurs ont droit aux négociations. Nous avons donné, on donne chaque année, on donne nos adhérents au ministère du Travail, et nous avons près de 2 500 000 adhérents. Sur 7 millions et quelques, nous avons 34%. Je tiens juste à rappeler une information, et vous pouvez en 2 mots infirmer ou confirmer. Il y a 2 semaines de cela, dans la zone industrielle de Ruiba, un certain nombre de travailleurs affiliés à l'Union Générale des Travailleurs Algériens ont montré, n'ont pas été vers le débrayage, mais ont montré leur désapprobation par rapport à cette suppression. Comment est la tendance et l'ambiance, car il est aussi important d'aller vers les gens que cela concerne. Les travailleurs, tous les travailleurs, quand il y a un changement, ils ne sont pas favorables, c'est tout à fait normal. C'est-à-dire, d'où l'intérêt du débat. Ils n'ont pas les mêmes données que nous, ils n'ont pas la même vision que nous, ils sont encore, j'allais dire, empoisonnés par certains médias, c'est-à-dire certaines fausses informations qui sont données, surtout dans la rumeur. Et donc, on leur dit, vous allez perdre, vous allez ceci, vous allez cela. Ils ont le départ massif, parce qu'on leur a dit, il y a la crise financière, on va vous enlever les indemnités de fin de départ à la retraite, on va vous faire ceci, on va faire cela. Donc, les gens, sauf qu'ils peuvent. Donc, il y a lieu justement de recadrer les choses. Mais une fois une fois que la loi, écoutez, une fois que la loi, s'il est adopté, une fois qu'il est adopté, nous allons discuter avec nos travailleurs, nous allons leur donner les informations qu'il faut, et je ne pense pas que les travailleurs, lorsqu'ils comprennent... On va venir justement à ce qui va se passer justement après l'abrogation, après le vote pour la loi. Elias Mrabat. Moi, je voulais rapidement, parce que je vois que le temps qui nous est laissé, ça serait difficile de le contenir et voilà, de le restituer d'une manière juste entre les différents intervenants. Je vais essayer de dire l'essentiel.
Les chiffres que nous avons à notre niveau, et les experts que nous avons sollicités pour travailler sur ces questions de la retraite et les questions du code du travail aussi, sur le pouvoir d'achat, on laissait à notre niveau une certaine synthèse. Je pense que c'est intéressant de dire que par rapport au nombre de travailleurs recensés dans le cadre des retraites proportionnelles ou retraites avant l'âge de 60 ans, n'est pas aussi énorme qu'on veut le présenter aujourd'hui. Depuis l'installation de ces deux dispositifs de 2014 et de 2017, de 1997 et de 1994, ce qui a été accumulé comme travailleurs dans cette situation est avoisine les 800 000. Sur les 800 000, pratiquement 400 000 depuis ce temps-là ont déjà passé le cap des 60 ans, donc automatiquement, ils bénéficient automatiquement de leur retraite, même si à l'époque, ils l'avaient perçu de manière proportionnelle, c'est-à-dire après les 60 ans, ils continueront à percevoir la retraite avec la même proportion et pas les 80%. Pour le reste, ce qui est recensé à notre niveau, c'est pratiquement 394 000 qui ont âgé moins de 60 ans. Pour les femmes, moins de 55 ans. Donc d'office, ils ont droit à la proportionnelle. Parmi ce chiffre, il y a uniquement 85 000 bénéficiaires de la retraite sans condition d'âge. Ça représente pratiquement 3%, 3,14%. Pour le reste, il reste 30 308 Vous êtes en train de faire le cumul de quelle période, de quelle année à quelle année? De la période de 1997 jusqu'en 2015. Donc le total entre les deux, ceux qui sont partis avant la condition, sans condition d'âge, c'est-à-dire ils ont fait les 32 ans de cotisation, mais ils n'avaient pas les 60 ans. Et ceux qui sont sortis en proportionnel, 45 ans pour la femme, 55 ans pour l'homme, 50 ans pour l'homme, ça représente pour les deux, entre les deux, pratiquement 14,38%. Donc ce n'est pas des proportions alarmantes. Près de 14% sur un total de 2 600 000 retraités qui émargent au niveau de... Akili Berkati, quel est votre point de vue par rapport à ces chiffres? Puisque essentiellement le point de discorde entre l'État et les syndicats autonomes, il faut le dire, puisque c'est eux qui remettent en cause les chiffres, ce sont les chiffres. Les chiffres ont toujours été un sujet de discorde. Bon, je laisserai peut-être le soin à M. Melouka de donner plus de clarifications par rapport à ces questions de chiffres. Mais il faut peut-être, avant de parler sur la question des départs, il faut peut-être lever une certaine confusion. Donc, par rapport à l'opinion publique, on croit que le dispositif de 1982 a été abrogé. Et on est en train de revenir à un autre texte de 60 ans. Le texte de 1982 est toujours en vigueur. 1982, donc il est toujours en vigueur, mais ce qu'on a constaté, c'est que les gens partent dans l'exceptionnel, donc le dispositif qui était exceptionnel de 1997. Donc les gens qui partent dans la normale sont vraiment minimes. Quel texte, monsieur? Je m'excuse. Sur la retraite, depuis 1983, pardon. Donc 1983, donc c'est la retraite normale. Non, la retraite normale de 60 ans, donc qui n'a pas été abrogée. Mais nous avons constaté que rares sont les gens qui partent dans ce dispositif. Donc l'exception qui a pris le dessus sur la normale. Et bon, je parle sous le contrôle de M. Melouka. La proportion des gens qui partent dans ce dispositif de retraite proportionnelle et sans condition d'âge est arrivée à 52%, je crois. Et si nous restons dans cette situation, on n'aura jamais des personnes qui partiront à 60 ans. Donc le taux va encore augmenter et le déficit sera toujours un peu plus difficile. Pardon. Je voudrais revenir sur les chiffres, c'est important. Et ces prévisions ne sont pas le fait du hasard. Il y a des études actuariales qui se font au niveau des caisses. Donc, pourquoi n'ont pas prévu ces études, les 30% justement de déficit cumulé? Elles ont prévu, il y a d'autres exigences, il y a d'autres prévisions. Il y a aussi des études prévisionnelles justement qui peuvent prévoir. Avant de revenir vers vous, M. Alabhi, juste, est-ce que vous pouvez en quelques mots dire quelle est cette dichotomie des chiffres? Je reviens dessus. Monsieur Berkati a cité le pourcentage de 52% qui représente le taux des départs en retraite proportionnelle par rapport à l'ensemble des départs. Donc nous avons cité le nombre de plus de 900 000 partants dans le cadre du dispositif 97
et celui de 800 et quelques mille dans le cadre du dispositif normal, classique, celui de la loi 93-12 avec l'âge minimum de 60 ans. Aujourd'hui, M. Mrabat cite le taux de 14%. C'est bien ce que vous avez dit. Le chiffre cumulé. C'est une frange, à votre avis, c'est une frange minimale qui est concernée par le dispositif. Cumulé depuis... Très bien. Donc si c'est la frange minimale, aujourd'hui l'impact sur ce dispositif, s'il est abrogé, n'aura pas beaucoup d'importance, puisque c'est une frange minimale qui est touchée. Et vous pensez que notre inquiétude serait telle quelle si c'était une frange minimale qui est touchée? Vous savez, quand on a étudié le projet, on a étudié toutes les possibilités. On a étudié même la possibilité du 2,25% dont a parlé le monsieur dans le reportage, le docteur en économie. Aujourd'hui, le partant en retraite a droit à 2,5% par année de cotisation. D'accord. On a étudié la condition du 2,25% au lieu de 2,5%. Donc, possibilité d'augmenter le taux de cotisation. Madame. Non, j'ai rien dit dans ce sens. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Imaginez un partant à l'âge de 60 ans et qui n'a travaillé que 20 ans. Vous allez le pénaliser en lui diminuant le taux de départ, alors que déjà il a une retraite qui est très restreinte. Vous imaginez la question. On a étudié la possibilité aussi de faire le calcul de la retraite sur 10 ans au lieu de 5 ans, au même titre que les non-salariés. Et on a constaté que les gens qui avaient des petits salaires risquaient d'être pénalisés. Surtout ceux qui avaient atteint l'âge de 60 ans, qui n'avaient plus la possibilité d'aller au-delà de 60 ans, alors qu'aujourd'hui le nouveau dispositif le permet, pour pouvoir permettre à ces gens qui ont atteint 60 ans de pouvoir augmenter leur pension de retraite, parce que le positif des nouvelles dispositions, personne n'en parle. Ça, c'est un positif. Justement, le fait de se rencontrer, c'est pour pouvoir vous donner des explications. Si, monsieur, nous sommes en train de communiquer, nous sommes en train d'informer, nous sommes en train... D'ailleurs, pour ajouter un plus, l'instruction dont a parlé notre ami du SNAPEST, qui a été dirigée vers les administrations, c'est une instruction qui n'a pas été dirigée pour empêcher les gens de partir en retraite. On ne peut pas pénaliser quelqu'un par rapport à un droit. C'est une instruction qui est partie pour dire stopper, freiner, expliquer aux fonctionnaires de l'État qui risquent de partir de leur poste de travail et de pénaliser les administrations de l'État, expliquez-leur ce que c'est que le nouveau dispositif, c'est dans ce sens que l'instruction a été, non pour pénaliser les gens, et d'ailleurs on ne peut pas les empêcher de partir en retraite. Mais juste un instant, pour la question de la retraite sans condition d'âge, donc les 32 ans de service, il y a bien des gens qui seront pénalisés. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont commencé à travailler très jeunes et ils auront fait les 32 ans de service, ils continueront à travailler jusqu'à l'âge de 60 ans. Est-ce que c'est là où le bas blesse, où la disposition fait le plus mal pour les travailleurs? Bien au contraire. En deux mots, si vous permettez, en deux mots. Ce qui pousse actuellement les fonctionnaires, notamment je suis dans la fonction publique, mais aussi dans le secteur économique, ce qui pousse les travailleurs à courir derrière les dossiers en main, vers l'administration pour déposer avant. C'est parce que tout simplement, la décision de la tripartite a mis tout le monde au pied du mur. On est sorti de la tripartite avec une décision qui n'a pas été mûrement réfléchie, qui n'a pas été dans le bon sens et qui n'a pas laissé aussi. Ça, c'est notre avis, monsieur. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est notre avis en tant que syndicat. Laissez-moi le dire et m'exprimer autour de cette table. On ne le fait pas ailleurs. Laissez-moi moi-même m'exprimer autour de cette table. Je n'ai rien dit. Les syndicats autonomes ont émis le vœu aussi d'être associés à cette décision. Et malheureusement, jusqu'à présent, les portes sont toujours fermées. Et on n'est pas associé dans ce débat. C'est pour ça qu'on est en train de dire, on est en train de courir derrière des situations de fait accompli, parce que tout simplement, on n'a pas été associé au départ. Donc ce qui a poussé les travailleurs à aller courir vers les caisses de retraite pour déposer, c'est parce que tout simplement, décision a été annoncée. D'ici le 31 décembre, on ne parlera plus de retraite proportionnelle sans condition d'âge. Donc les gens pratiquement n'ont pas le choix. Voilà. Je rejoins l'intervention de M. Moulouka en ce qui concerne le départ de la retraite sans condition d'âge, qui était une mesure exceptionnelle qui a été instituée surtout pour pallier les effets, ce qu'on appelle du PASS, du plan d'ajustement structurel, autrement dit la distribution des entreprises et les compressions des effectifs. Mais en contrepartie aussi, ce plan, cette loi a libéré aussi des postes. Et ces postes ont été alloués à des jeunes diplômés qui émergeaient sur le marché du travail. La conjoncture aujourd'hui est la même. Mais sans la contrainte du FMI. Parce qu'on était obligé de signer un accord avec le FMI
pour le rachèvement de la dette extérieure à l'époque. Donc on devait appliquer à la lettre ce qu'on appelle le PAS aujourd'hui. Aujourd'hui, la conjoncture est la même. La loi 93-17 libère les postes. J'ai lu en titre aujourd'hui, dans un quotidien arabophone, 30% des jeunes, dans tranche d'âge compris entre 19 et 26, 30% des jeunes sont au chômage. C'est le rapport de la Banque mondiale. La Banque mondiale. Donc si vous maintenez cette loi de 60 ans, je pense que ces jeunes aujourd'hui ont des beaux jours devant eux pour toujours être payés dans une allocation chômage. Ils ne travailleront jamais. Toujours est-il qu'on est bien d'accord pour dire que les gens qui partent en retraite anticipée vont travailler. Ils sont encore en âge de travailler. Donc je reviens sur ce point aussi. Je reviens sur ce point. Les compétences qui ont déserté, autrement dit, les sociétés nationales. Bon, on rejoint bien sûr les sociétés étrangères et les sociétés aussi privées. Le secteur économique. Le secteur économique privé. Aujourd'hui encore, ça se passe comme ça aussi. Oui. Voilà, le retraité qui va être obligé de sortir va occuper un poste. Mais seulement voilà, ce qui se passe, c'est que la CNAS et l'inspection de travail ne font pas leur boulot comme il faut. Parce que non seulement on devrait suivre le retraité qui occupe un poste pour le contraindre, et contraindre le patronat aussi, ce qu'on appelle les organisations syndicales, à les contraindre aussi à déclarer leurs employés. Leurs emplois et travailler et maintenir l'assiette fiscale. Je crois qu'on important aussi. On va écouter Mohamed Bedreddine. Non, moi je suis pas. Oui, il ne faudrait pas que vous m'engueuliez une deuxième fois, monsieur Bedreddine. Donc, je proteste. Non. Vous êtes bien le plus âgé, mais ce n'est pas une raison. Non, je suis le plus jeune. Parce que physiquement, je suis plus jeune. Ça se voit. Allez-y, on vous écoute. Allez-y. Allez-y, le temps presse. D'abord, on ne peut pas accepter que c'est une décision qui n'a pas été réfléchie. C'est un jugement grave. On ne peut pas imaginer une organisation syndicale comme le GTA et le gouvernement qui prennent des mesures qui ne sont pas réfléchies. Donc le maire au nom du syndicat des praticiens publics l'assume. Je l'ai dit. Vous l'assumez, vous êtes un syndicat d'une profession. Vous n'êtes pas un syndicat au niveau de tous les corps. Ne laissez pas de préjugés. Je ne laisse pas de préjugés. Voilà. Ne vous prenez pas pour plus intelligent que d'autres. Voilà, s'il vous plaît. S'il vous plaît, restons dans le débat. C'est à vous de ne pas répondre. Moi, je ne vous ai pas répondu. Alors, la question de la représentativité n'est pas à l'ordre du jour. C'est réfléchi, c'est-à-dire qu'il a été réfléchi à plusieurs reprises. Ils l'ont fait parce qu'ils n'ont plus de choix. Tant qu'il y avait la possibilité de le garder, ils l'ont gardé. Mais on est arrivé à un stade, comme un corps qui est malade, qui a un organe gangréné, on enlève l'organe, on laisse mourir le corps. C'est-à-dire, si on ne prend pas de mesures, c'est toute la caisse de la retraite qui va se trouver dans une situation grave. Ce n'est pas un problème. Nous aussi, on aime nos travailleurs, nous aussi, on préfère. Mais moi, je préfère qu'on prenne des mesures pour que demain, nos retraités ne sortent pas dans la rue demander leur pension. Parce que c'est ce qui va arriver. Est-ce que ça pourrait arriver justement s'il n'y a pas de mesure, s'il n'y a pas de mesure, ça peut. Ensuite, dans la loi, pardon, non, laissez-moi terminer. Allez-y. Dans la loi, il est prévu pour les postes à haute pénibilité, il va y avoir des statuts où les gens peuvent sortir avant. Et nous, en tant qu'organisation syndicale, nous avons créé un comité de techniciens, de médecins du travail, qui sont en train de travailler pour déterminer des critères qui font que tel poste, il y a beaucoup de postes, certainement, qui vont être touchés. Ça va faire l'objet d'un décret à part, parce que ça va venir par la suite. C'est prévu même dans l'ordonnance 83. Mais il faut que les gens réfléchissent d'une manière responsable, c'est-à-dire on peut faire je ne prends pas d'adjectif parce que ça peut être mal fait. Si on ne prend pas notre responsabilité aujourd'hui, si on ne soutient pas cette réforme, on mettra la stabilité sociale en danger. Je pense que le message est passé. Ensuite, non, j'allais dire pour... la suppression de la retraite proportionnelle et la retraite, excusez-moi, je termine un mot. Si elle n'est pas consacrée, si elle n'était pas supprimée, que peut-il arriver à la Caisse nationale des retraites? Est-ce que vous pouvez donner une idée ou une projection sur les 5 ans à venir si la décision de supprimer ces 2 retraites proportionnelles aujourd'hui? Pour être très objectif, si nous ne prenons pas ce genre de décision aujourd'hui, nous serons obligés
à l'avenir de prendre des décisions plus drastiques et plus pénalisantes. Pour être très synthétique, je laisse le champ ouvert. Vous savez ce qui s'est passé dans d'autres pays? On a dû réduire les pensions. Vous savez ce qui s'est passé dans d'autres pays? On a dû obliger les gens à partir jusqu'à 69 ans. Donc je vous dis, si on ne prend pas ce genre de décision aujourd'hui, et je reviens à ce que disaient nos amis syndicalistes tout à l'heure, et à titre de rappel pour notre ami du SNAPEST, vous avez dit que les portes sont fermées. Les portes n'ont jamais été fermées. On a ouvert le dialogue, puisque nous avons tenu une rencontre au niveau même du secteur de l'éducation, où M. le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale s'est associé à la ministre de l'Éducation pour ouvrir le débat avec certains syndicalistes. Malheureusement, ces derniers n'ont pas répondu et la chaise est restée vide, mis à part quelques syndicats qui ont répondu, mais la majorité n'a pas répondu. Autre chose, vous avez parlé de la politique de l'emploi. Malgré le fait, tel que l'a cité notre hôte, malgré le fait que ceux qui partent à un âge précoce reviennent dans les circuits du travail, et malgré cela, l'État a mis en place des dispositifs d'emploi qui ont permis de réduire le taux de chômage, qui était à 11,2 en septembre 2015 et qui est passé à 9,9 en avril 2016, malgré le fait que les gens partent en retraite et sont réinjectés dans le système de l'emploi. Si maintenant les gens partent à 60 ans, il est clair que nous trouverons toujours moyen de mettre en place. Il est vrai que le pays traverse aussi une situation économique assez particulière. Si les choses reviennent un peu dans l'ordre avec l'augmentation peut-être du baril de pétrole, on pourrait peut-être trouver d'autres solutions. Je voulais apporter je rappelle que l'État a d'abord... Je dois réagir par rapport à monsieur. Je voulais apporter une clarification. On vous écoute, monsieur. Merci. Bon, je voulais apporter une clarification par rapport à ce que... Par rapport à l'aspect du chômage, je vous ai vu... À l'aspect du chômage, l'aspect du chômage, il faut dire certaines vérités. Les gens qui partent en retraite avant, ils vont gonfler le secteur informel. Ils ne cotisent pas. Ils ne cotisent pas. Donc ils se mettent d'accord avec certains employeurs pour ne pas être déclarés à la CNAS. Donc ils contribuent directement ou indirectement, de manière peut-être non réfléchie, à encore aggraver la situation et de la CNAS et de la CNR. Mais il faut le dire, nous, au niveau de l'inspection du travail, un grand travail est fait avec la CNAS. Donc je refuse ces accusations. C'est ce que l'inspection du travail ou la CNAS ne font pas de travail. Bon, à titre d'exemple, pour l'année 2016, plus de 200 000 visites de contrôle ont été effectuées par l'inspection du travail. Donc c'est un travail titanesque qui se fait. Et notamment par rapport à nos déclarations, aux travailleurs. Et nous constatons qu'il y a des pratiques de certaines personnes qui partent en retraite et exercent. Et qui est un retraité qui a déjà une rente de la CNR, donc il est déclaré, il a sa carte Chifa, donc il est pris en charge. Donc ça n'intéresse pas d'être également déclaré une deuxième fois à la CNAS. Moi je réitère, le retraité qui est parti dans cette condition, il est parti dans les conditions prévues par les lois de la République, qui sont toujours de vigueur. Donc il a cotisé, il a droit à une proportionnelle, on a une retraite avant l'âge de 60 ans, dans le cadre de la loi, qui est toujours en vigueur. Donc on doit être dans cette considération. La deuxième des remarques, je pense que ce qui a été laissé par certains experts lorsqu'on les a sollicités durant l'été, une phrase. Il ne faut pas maintenir aussi longtemps possible l'Algérien au travail, il faudrait faire travailler beaucoup plus d'Algériens. Le problème, il est au niveau de l'informel, plus de 5 millions de postes dans l'informel qui pourraient ramener justement des ressources financières et assurer une pérennité à cet équilibre au niveau des caisses. Il faudrait aussi décharger la caisse de retraite des dépenses annexes comme la caisse nationale, la caisse de chômage qui continue à fonctionner alors que jusqu'à présent, comme le dit notre ami, on ne parle plus de compression d'effectifs dans les entreprises publiques. C'est aussi d'autres dépenses annexes qui sont ajoutées dans la solidarité nationale à travers des pensions, qui sont bonifiées sur les ressources justement de la CNR et ça greffe aussi les budgets. Il faudrait revenir aussi optimiser, rationaliser les dépenses de fonctionnement des caisses et c'est estimé à 15% pour nous alors que les normes au niveau mondial ça ne peut pas dépasser les 8% comme norme, comme moyenne. Il faudrait aussi, nous pensons qu'il faudrait maintenir le droit à la retraite complète à partir de 32 ans parce que tout simplement le travailleur a financé sa retraite de 32 ans de cotisation. Je dirais que c'est un petit peu osé
arriver à 32 ans, dire vous n'avez pas 60 ans, vous devez continuer et faire pourquoi pas 40 ans pour pouvoir passer en retraite. On a compris le message. La dernière, si vous permettez, c'est de maintenir le droit à la retraite proportionnelle. Mais on est ouvert, à condition qu'il y ait un débat responsable, on est ouvert qu'il faudrait nuancer ou là apporter des réajustements. Mais pour l'instant, on n'est pas à ce niveau-là, au niveau du débat et de la concertation. Sur le volet des chiffres, je voudrais revenir. Selon des sources proches du ministère du Travail, les versements annuels de la CNR en 2015 atteignent 2 700 000. 2 700 000 bénéficiaires de la pension et d'allocation de retraite. 1 700 000 retraités qui bénéficient de la pension et d'allocation de retraite. 1 million restants bénéficient de ce qu'on appelle la retraite post-décès, autrement dit au titre de la reversion. Or, selon les chiffres aussi de la CNR, seuls 246 503 Algériens bénéficient de la retraite sans condition d'âge, ce qui représente une moyenne de 9%, pas plus, sur l'ensemble. Monsieur, permettez-moi de vous donner un dernier chiffre, puisque vous aimez les chiffres et les statistiques. Est-ce que ça semble être le point de discorde. Hein. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, la pension moyenne d'un retraité dans le cadre de la proportionnelle, elle est de 35 000 dinars? C'est le seuil minimal. 35 000 dinars. C'est de pauvreté patrimoniale. Est-ce que vous pensez que ça pourrait lui permettre est-ce que vous pensez que ça pourrait lui permettre de tenir et de vivre ses vieux jours à partir de 70 ans, dans 20 ans? 1. 2. La pension moyenne d'un retraité dans le cadre de la sans condition d'âge, elle est d'environ 50 000 dinars. Vous savez quelle est la pension moyenne des retraités à 60 ans? 30 000 dinars. Alors messieurs, prenons soin de nos aînés. Les retraités à 60 ans ont besoin de voir leur pension de retraite maintenue. S'il vous plaît. Pensez aussi aux jeunes qui n'ont pas d'emploi aussi. Je voudrais faire parler le représentant de l'UJTA qui a fait un travail sur la pénibilité, non, notamment. en dehors de la pénibilité. D'abord sur les chiffres. Je pense que les gens qui leur donnent les chiffres ne sont pas des chiffres honnêtes. C'est des experts, monsieur Bedroun. C'est des experts. Parce qu'un expert. Des experts. C'est comme les experts que vous sollicitez pour un travail. Ce ne sont pas des experts, parce que les chiffres réels, vous dites 15%, donc c'est 3%. C'est les chiffres de la CNR, c'est des chiffres de l'ONS, c'est des chiffres du CNES. J'ai prononcé un mot que je n'aurais pas dû le prononcer, je m'excuse, mais soyez correct, c'est 3%. Il faut parler d'une manière objective. Il ne peut pas... Les entreprises elles-mêmes, ils sont déstructurés par le départ des compétences. Et quand je parle de compétences, ce n'est pas des cadres, y compris les métiers. Parce que ce sont les compétences qui partent, parce qu'ils trouvent du travail ailleurs. Le problème de l'informel, c'est vrai, c'est le concert de l'économie nationale. Mais ce n'est pas le problème de la CNR, c'est le problème de la société civile en tant que telle qui peut le combattre pour le maîtriser. Et je pense, je suis de ceux qui croient en Dieu, de ceux qui croient au Coran. Ils se trompent parce que Rabbi يقول وعسى أن تكرهون شيئا وهو خير لكم. Alors soyez comme nous, vous ne croyez pas que nous sommes des jeunes, voilà des anti-travailleurs. Si on le fait, c'est parce que nous sommes contraints. Et nous sommes des syndicats qui ont fait beaucoup de choses. En même temps, en 1997, nous avons fait un forum international pour les libertés syndicales, contre le terrorisme, l'intégrisme et les libertés syndicales. Nous faisons beaucoup. On est en train de lutter pour le soutien des prix, parce que les experts sont en train de dire la meilleure façon d'améliorer les conditions économiques, c'est qu'il faut supprimer les soutiens, il faut supprimer la gratuité des soins. C'est les experts du FCE qui le disent. Non, ce n'est pas les experts du FCE, pratiquement tous les experts que j'ai écoutés. Tout le monde les experts sont d'ailleurs, je ne connais pas. Et puis, nous sommes prêts. Experts algériens, comme nous deux. Nous sommes prêts à discuter avec ces experts. On l'est aussi. Voilà. On est prêts à discuter. Anna, je vous invite à venir à l'UJTA. On discute avec vous. Très bien, mais l'invitation est passée. Je voudrais que nos enfants, que nos enfants puissent aller à l'école, deux mots, que nos enfants partent à l'école et que nos malades soient
soigner. Soigner dignement. Voilà. Les travailleurs se posent également une question importante à laquelle je voudrais qu'on réponde avant la fin de cette émission. Il s'agit de la pénibilité. Donc, on a bien compris que cette loi, eh bien, elle va passer et que la suppression de la proportionnelle de la condition d'âge va bien être arrêtée. Mais en janvier 2017, il va y avoir un certain nombre de travailleurs qui vont peut-être ne pas être concernés par cette suppression, eu égard à la pénibilité de leur travail et peut-être aussi à la condition dans laquelle ils travaillent, peut-être à la maladie. Est-ce qu'il y a des propositions d'une part et qu'est-ce qui est décidé d'autre part? Quelle est la marge de manœuvre? On commence par vous, monsieur le représentant du ministère du Travail, rapidement, s'il vous plaît. Merci. Pour ce qui est de la pénibilité, donc le texte qui porte sur l'abrogation du dispositif de 97 a mis en place d'autres mesures, notamment les pénibilités et la possibilité d'aller au-delà de 60 ans, donc jusqu'à 65 ans de travail. Pour ce qui est de la pénibilité, c'est une commission qui va être installée, qui est constituée d'experts en médecine du travail, en santé et sécurité. Est-ce que les maladies chroniques peuvent faire l'objet d'une forme de pénibilité? Oui, je ne peux pas préjuger sur les travaux de cette commission, mais elle va examiner toutes les possibilités par rapport aux conditions de travail, par rapport aux conditions climatiques où travaillent les gens. Donc, c'est des experts qui vont examiner. Donc, je ne peux pas. De qui sera composée justement, puisqu'on parle d'intégration, hein, encore une fois, de qui sera composée cette commission? Bon, elle va être constituée d'experts, de partenaires sociaux, d'experts dans le domaine de la santé et sécurité au travail, des médecins du travail, des médecins du ministère de la Santé, donc, et d'autres experts peut-être indépendants en matière de santé et sécurité. Slimane Mlouka, dans quelle est la marge de manœuvre aujourd'hui, sachant qu'il y a une nécessité de la supprimer, mais en même temps, il y a une prise en considération de certaines conditions particulières? J'ai été très clair. Enfin, si vous permettez, je voudrais juste revenir sur les métiers pénibles. Donc, les maladies professionnelles sont listées. Il y a certains travaux qui exposent les travailleurs à des répercussions médicales très, très rapides. C'est pour ça que les experts vont travailler sur la question par rapport au métier, par rapport aux années de dérogation qui vont leur être permis de pouvoir partir en retraite avant l'âge légal. Donc la liste de ce qu'on appelle la pénibilité va être fixée par décret, différente de ce qui existe actuellement. Elle n'existe pas encore pour le moment. Des notions de pénibilité qui existent actuellement. Oui, ils vont être mieux définis. Voilà. Pour le moment, tout le monde se plaint de travaux pénibles. L'enseignant dit qu'il travaille dans des conditions pénibles. Le pilote d'avion dit qu'il travaille dans des conditions pénibles. Le médecin aussi. Tout le monde se plaint aujourd'hui de travailler ou d'avoir un métier pénible. Mais c'est très relatif. Hein, mais c'est très relatif, effectivement. Donc c'est pour ça que ça sera la mission de cette commission qui va pouvoir déterminer et les postes et les années de dérogation. Une dernière réaction tour de table, à commencer par vous, par rapport à cet aspect, oui. Ce sera un véritable casse-tête chinois. Je rappelle que la loi de 83 déjà prévoit cette disposition et la liste n'a jamais été établie, tout simplement parce que voilà. C'est difficile de mettre en place une liste et d'agencer des métiers pénibles. Aujourd'hui, on parle de pénibilité et de haute pénibilité. C'est encore plus compliqué. Je pense qu'on ne va pas sortir justement de l'auberge de sitôt. Et ça va créer des problèmes là où on n'en a pas besoin, au niveau des différents secteurs. Monsieur le Premier ministre, hier, a été très clair. Il a dit que le débat était toujours ouvert et que le dialogue était toujours ouvert. Je crois que c'est le moment ou jamais de participer en tant que syndicaliste, surtout pour le domaine de la santé. Je pense que c'est le moment de mettre... Ça nous a fait plaisir justement Voilà, on a relayé ça, mais on a remarqué aussi que ça a été dit après l'adoption de la loi. Donc, si c'est après l'adoption de la loi, le projet n'a pas encore été adopté par la Chambre. C'est ce qui a été dit. Mais le débat reste ouvert selon Abdelmalek. C'est une dernière réaction. Il nous reste juste 2 minutes, Monsieur Rabhi. Je rejoins l'intervention du directeur de la CNR. Le SNAPES n'est pas hermétique aux négociations, au contraire. On privilégie la négociation avant d'appliquer les formes d'action que vous connaissez. Seulement, voilà, si vous nous invitez pour une information, pour un travail d'information, on peut décrypter ça par voie de presse. Nous, ce qu'on veut, c'est s'asseoir sur la table de négociation. En tant que partenaire social, véritable partenaire social. La ministre de l'Éducation vous a convié pour discuter, mais votre syndicat et l'intersyndical a refusé de rencontrer la ministre de l'Éducation. Parce que nous avons une obligation, premièrement, une obligation morale envers nos partenaires dans l'intersyndical et aussi une responsabilité organique envers nos affiliés. Donc on ne peut pas prendre une décision sans
L'intersyndicale. L'intersyndicale. Je vous remercie, messieurs. Je suis navrée. Je sais que vous avez encore beaucoup de choses à dire, mais le temps qui nous est imparti est juste terminé et l'antenne va nous être retirée. Donc, je vais vous représenter à nouveau. Je rappelle que nous avions parmi nous pour ce débat qui porte sur la suppression de la retraite par anticipation Slimane Melouka, directeur général de la Caisse nationale des retraites, Mohamed Lakhdar Badreddine, conseiller en affaires économiques et sociales auprès du secrétaire général. À qui vous avez refusé de donner la parole. De l'UGTA. Nous vous recevrons avec plaisir une autre fois. Monsieur Rabhi du SNAPEST, merci d'avoir été avec nous. Monsieur Akli Berkati, inspecteur général du travail, au ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, et Dr Yes Merabet du SNPSP. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'au bout. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle thématique. Suivez-nous sur le www.entv.dz et suivez-nous aussi sur notre page Facebook La Semaine Éco. Très bonne soirée à tous.